Avec nous maintenant, Charles Bernard, qui est économiste principal de la Corporation des associations des détaillants automobiles. Bonsoir, M. Bernard. Bonjour. Alors, est-ce que les craintes sont fondées de voir un géant d'automobile comme Honda, par exemple, délocaliser des activités vers les États-Unis? Je pense que la crainte à long terme, elle est légitime. Parce que s'il y a une disruption réelle ou un changement, où on déchire le tissu intégratif de cette industrie-là, on va avoir des décisions financières qui peuvent avoir un impact sur des travailleurs au Canada. Ça, c'est à long terme. À court terme, je pense que les constantes qui sont réelles, c'est-à-dire que la capacité de production de cette usine-là de Honda, par exemple, qui fonctionnait très bien. Depuis 1982, je ne pense pas qu'ils ont une mise à pied. Ces constantes-là, à court terme, existent et vont se maintenir. Et l'importance de ce tissu intégratif-là dans l'industrie automobile va continuer à mener la discussion. Mais à long terme, si on le déchire, on peut voir un terrain qui se transforme. Quand vous dites si on le déchire, ce qui est en train d'arriver, ce que le président Trump est en train de faire, c'est de déchirer quasiment le pacte de l'auto? Selon moi, oui. Et je pense que la chose qu'on a appris ce matin avec cette annonce-là, c'est que c'est en train d'arriver. Donc, dans les derniers mois, quand les gens posaient des questions sur les tarifs, c'est quoi l'effet que ça peut vraiment avoir des tarifs de 25 à la frontière? C'est ça. C'est des décisions de grande envergure pour les entreprises qui voient leur véhicule, la production de leur véhicule augmenter en coût, qui associe une baisse de la demande probable de ces véhicules-là, qui doivent faire des décisions. Donc, pour la question d'Honda, c'était peut-être un peu moins inquiétant parce que les véhicules qui sont produits, on les a nommés, c'est des produits qui ont un haut niveau de réceptivité en Amérique du Nord, mais pour des usines qui ont moins ces réalités-là. On l'a vu avec l'Alabama et Mazda, par exemple, où la demande est moins forte ou est moins anticipable avec un environnement où les coûts ont augmenté, les décisions doivent être faites et ça a un impact sur les travailleurs et les détaillants. Est-ce qu'il faut être assuré, assurément, là, par Honda? Parce qu'Honda, dans sa communication, dit « pour le moment, dans un avenir prévisible, on regarde toujours des plans de contingence ». Est-ce que vous comprenez que Honda, pour l'instant, reste en Ontario, mais ça peut changer? Encore là, je pense que la qualité de l'usine en Ontario rend la décision plus difficile parce que bouger ou redistribuer la production ailleurs ne garantit pas une production de la même qualité. Donc ça, je pense que c'est une constante qui est importante. Mais il y a aussi le fait que Honda, avant même la crise avec le président, avait déjà annoncé qu'elle était prête comme compagnie à réévaluer son niveau de distribution. Donc je pense que c'est une compagnie qui, à l'interne, naviguait. Un échiquier plus compliqué que d'autres entreprises. Donc, je pense que le tarif, soit leur donne une fenêtre d'opportunité pour le faire, ou du moins remet en question, met plus de pression sur leur capacité productive. Mais je pense que le Canada, on a prouvé notre capacité à être un partenaire efficace et l'industrie automobile canadienne s'est construite autour du Canada comme étant un joueur utile, efficace, compétitif, et je pense pas que ça va changer à court terme. En même temps, est-ce qu'une entreprise qui décide d'investir aujourd'hui, est-ce que c'est pas plus simple d'aller aux États-Unis, de dire « je suis dans ce cadre-là, le président a la politique qu'il a, j'ai pas de tarifs douaniers, je produis pour un plus gros marché ». Ça, c'est la question, je pense, qu'à long terme qui va être majeure, parce que les investissements qu'on a mentionnés il y a quelques secondes, c'est eux qui sont peut-être en danger. Donc, est-ce que Honda et d'autres compagnies avaient des ambitions de s'intégrer à l'économie nord-américaine pour avoir accès au marché et aux taux préférentiels garantis par l'accord? Est-ce que le changement, encore là, de l'échiquier fait que les investissements qui étaient visés pour l'Amérique du Nord sont recalibrés et peut-être mis l'emphase sur le marché américain? Donc, est-ce qu'on est capable de protéger notre industrie? Je pense que oui. Je pense que le gouvernement a mis en place les mesures. Par exemple, si vous produisez des véhicules au Canada, on va vous laisser en importer sans tarif. Mais à long terme, est-ce que la situation actuelle va nous empêcher d'avoir des investissements non seulement aurait renforcé la base d'emploi qu'on a, qui est utile, nécessaire pour une économie centrale au Canada, les producteurs d'aluminium, les camionneurs, mais est-ce qu'on aurait eu un potentiel de croissance qui a été un peu affaibli par cette crise? Possiblement. Vous l'avez mentionné, donc Ottawa qui annonce que les entreprises canadiennes qui œuvrent dans l'industrie de l'automobile, qui auront droit à une exemption de contre-tarifs, parce qu'on impose des contre-tarifs, si elles s'engagent à maintenir leur fabrication au Canada, puis qu'il n'y a pas de baisse d'investissement, puis qu'il n'y a pas de baisse de production, est-ce que c'est quand même significatif comme soutien du gouvernement fédéral? Je pense que oui. Et je pense que c'est un peu une contorsion gouvernementale ou une action gouvernementale qui va essayer de soutenir les bases d'un marché intégré. Donc, en techniquement absorbant quelques tarifs, mais permet de garder l'allure de ce qu'on avait dans les 5 dernières années. À quel point on peut le faire, à quelle intensité, à quelle longueur, de quelle durée. Là est la question, mais je pense que ça montre que il y a une volonté du gouvernement fédéral d'essayer de maintenir les bases qui fonctionnaient. Et de l'autre côté, si je peux le dire, du côté américain, il y a un mois, les discussions du président Trump étaient par rapport à avoir la meilleure entente, le meilleur deal. Depuis quelques jours, c'est par rapport à donner une chance aux manufacturiers qui veulent faire une transition. Donc, quand ils flottent les idées de réduire les tarifs... Donner une chance aux manufacturiers,
mais donner une chance de s'installer aux États-Unis. Exactement. Et ce qui est, de mon côté, un peu plus inquiétant, parce que pour la première fois depuis un mois, sans manquer de respect, les arguments qu'il a fait étaient rationnels. C'est-à-dire que si je veux permettre à la construction de venir en Amérique, je dois leur permettre, parce que 60 des pièces et des composantes viennent du Canada ou du Mexique, je dois leur donner une chance de pouvoir absorber ces coûts-là. Donc ça, c'est fait inquiétant. Je pense qu'on a quand même un langage autour de l'accord de libre-échange qu'on va être capable d'amener cette administration-là vers une table de négociation, espérons-le. Mais cette discussion-là sur les pièces, l'idée qu'il a flotté est rationnelle par rapport au coût que ça l'impliquerait, parce qu'on estime environ 110 milliards les coûts des tarifs actuellement sur l'industrie automobile en Amérique du Nord. Et 48 millions seraient absorbés par les 3 grandes compagnies nord-américaines. Donc, il y a un impact majeur. Et est-ce que ces voies-là importantes se sont rendues à lui? Fort probablement. Dernier point, vous êtes à la Corporation des associations des détaillants automobiles. Est-ce que les consommateurs sentent un effet de la guerre tarifaire en ce moment? Je pense qu'en ce moment, ils sentent l'effet dans l'idée où ils se dirigent plus rapidement vers les concessions, parce que il y a l'idée de base qui est réelle que les prochains véhicules, peu importe c'est quoi, à quel point c'est aigu, les véhicules prochains vont être plus dispendieux. Là, les concessionnaires... donc les gens se précipitent. Se précipitent. Oui, pour certaines marques, certains segments. Et donc ça, il y a des consommateurs et des concessionnaires qui avaient de l'inventaire. Donc les consommateurs sont attirés vers cette dynamique-là. Mais aussitôt que ce coussin-là, un peu long comme ça, va disparaître, les nouvelles vagues de véhicules vont être plus dispendieux. Et je pense que ce qui va être intéressant de voir, c'est que dans les prochains mois, avant, là, un lot canadien ou un lot américain était sensiblement le même. Là, à cause qu'on voit des compagnies faire, encore une fois, une gymnastique administrative dans leur logistique, dans leur allocation, les lots américains et les lots canadiens vont être complètement différents. Les concessionnaires vont devoir trouver un moyen de naviguer ça avec peut-être un inventaire de produits plus limité. Par exemple, les tarifs sur les produits chinois, hautement impliqués dans la production de véhicules électriques, est-ce que ça a un impact? C'est des choses qui restent à voir. Très intéressant, Charles Bernard. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.